Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dédiée à l'art. Et après les maîtres de la Renaissance, j'ai décidé de m'attaquer à l'un des peintres les plus connus de l'histoire, Vincent van Gogh. Sa mort reste entourée de mystères et ses toiles fascinent toujours autant les amateurs d'art. Amoureux de la nature, le peintre néerlandais n'aura eu de cesse de la représenter sous toutes ses facettes et sous toutes ses couleurs. Revenons ensemble sur 10 œuvres de Van Gogh. Commençons cette vidéo non pas par une peinture, mais par un dessin. Vincent van Gogh n'en est qu'au début de sa carrière artistique, et pourtant, cette œuvre témoigne déjà du grand talent de l'artiste. On y voit représenter une femme accroupie, enceinte et entièrement nue. Cette femme, elle s'appelle Klazina Maria Ornick, aussi appelée Sienne. À cette époque, elle est la maîtresse de Van Gogh. Il la rencontre un jour alors qu'elle se promène avec sa petite fille de 5 ans dans les rues de La Haye. Sienne est pauvre et alcoolique, enceinte mais obligée de se prostituer en vue de l'arrivée du nouvel enfant. Dans un mélange d'amour et de pitié, Van Gogh choisit de se mettre en couple avec elle pour la sortir de sa situation. Il envisage même de l'épouser. Sienne donne naissance à un garçon et semble pour un temps retrouver une vie normale. Malheureusement, après quelques mois, elle se remet à boire et à se prostituer. Évidemment, la relation entre les deux amants se détériore et Van Gogh, fatigué par le comportement de sa compagne, décide de la quitter. Sienne finira par se donner la mort en 1904, par noyade. Maintenant que vous avez l'histoire, revenons au dessin. Les fleurs printanières, au premier plan, nous indiquent que l'œuvre a probablement été réalisée au début de la relation entre Sienne et Van Gogh. Comme son nom l'indique, le dessin évoque la tristesse, mais la présence de ces fleurs peuvent éventuellement représenter l'espoir qu'avait Van Gogh de voir sa nouvelle maîtresse se ressaisir et changer de vie. Notez en bas du dessin la présence d'une citation de Jules Michelet. « Comment se fait-il qu'il y ait sur la terre une femme seule, délaissée ?» Cette phrase illustre la sensibilité de Van Gogh aux inégalités sociales, et sa conviction que la pauvreté peut conduire à des situations d'exclusion et de détresse, comme la prostitution. Rarement cité lorsque l'on parle de Van Gogh, Seurat tient pourtant une place particulière dans l'œuvre du peintre néerlandais, puisqu'il la considérait lui-même comme, je cite, « la meilleure figure que j'ai dessinée ». En 1885, Van Gogh habite un petit village de Hollande. Il y observe et dessine les activités des paysans de la région. Pour être au plus près de ces sujets, il loge chez l'habitant et fait la rencontre de nombreuses familles. C'est dans ce contexte que le peintre réalise son tableau « Les mangeurs de pommes de terre ». Un soir, harassé par sa journée, il décide de se reposer dans la chaumière de la famille Groot. Il entre, sans faire de bruit. La pièce est sombre, seulement éclairée par une lampe à pétrole suspendue au-dessus de la table. Les 5 membres de la famille sont groupés autour d'un plat de pommes de terre. Ces derniers sont très expressifs, marqués par le labeur et la pauvreté. Dans une lettre adressée à son frère, Van Gogh les décrit comme ayant des visages rudes et plats, au front bas et aux grosses lèvres, semblables aux pommes de terre qu'ils mangent, poussiéreux de terre et non épluchés. L'artiste a pris soin de mettre en valeur ces modèles, en les éclairant d'une source lumineuse provenant du milieu de la toile, et de la lampe à pétrole, dont la lumière serait insuffisante pour éclairer aussi nettement les protagonistes. Le tableau est avant tout destiné aux citadins, afin de leur représenter les dures conditions de vie des paysans, qui mangent ce qu'ils ont produit à la sueur de leur front. Le détail apporté au corps, et tout particulièrement aux mains et au visage des personnages, sont autant de traces du labeur effectué. À ce stade de sa carrière, Van Gogh considère ce tableau comme son plus réussi, le seul digne d'être montré au public. Le sujet de cette toile est bien moins atypique, puisqu'il s'agit simplement d'une représentation de la chambre de Van Gogh lorsqu'il résidait à Arles. Le tableau se veut rassurant. Le lit prend une place importante, il suggère peut-être un sentiment de confort, de chaleur, de sécurité.
Les autres objets, placés de façon ordonnée et souvent par paires, comme les chaises ou les oreillers, contribuent à donner à l'œuvre une impression de tranquillité. Van Gogh multiplie les couleurs, à l'instar des estampes japonaises, qu'il admire et qui sont très à la mode en Europe au XIXe siècle. L'ameublement de la chambre se veut simple, comme pour rappeler également le mode de vie sobre des Japonais. Pour le peintre, l'accumulation est source de désordre. Il en sait quelque chose puisqu'il a vécu dans la pauvreté, qui est selon lui l'une des causes à ses troubles mentaux. La chambre de Van Gogh à Arles a été conçue pour reposer l'imagination de l'observateur. Il est à noter que 2 autres versions du tableau ont été réalisées par l'artiste, dont l'une se trouve aujourd'hui au musée d'Orsay, à Paris. Ici aussi, l'action se déroule à Arles. Non pas dans la chambre du peintre, mais à la terrasse d'un café. On y voit des clients attablés, un serveur et quelques passants. La scène est éclairée par la lanterne jaune du café, qui colore les pavés de la rue. On peut déceler la présence d'une calèche dont on aperçoit la forme et le cheval qui la tire. Bien que la scène se déroule de nuit, Van Gogh a utilisé très peu de noir pour peindre son tableau, ce qui lui donne un aspect jovial et sympathique. Il s'agit de la première toile sur laquelle notre peintre représente un ciel étoilé. Il y en aura d'autres, mais ne vous inquiétez pas, on en reparlera un peu plus tard. Pour l'anecdote, ajoutons que l'établissement ici représenté sera plus tard renommé Café Van Gogh, en hommage à celui-ci. Restauré au début des années 1990, il fut repeint en jaune comme pour accentuer sa ressemblance avec le tableau. Il est cependant peu probable qu'il ait été de cette couleur à l'époque et que seul l'éclairage de nuit lui donna cette teinte. Cette peinture s'inspire probablement de l'œuvre Avenue de Clichy 5 heures du soir, de l'artiste Louis Anquetin, un ami de Van Gogh. Vous connaissez forcément ce tableau, ou plutôt cette série de tableaux représentant des tournesols. Avant d'en arriver à l'œuvre que tout le monde connaît, Van Gogh a peint 4 tournesols dont les couleurs et les arrière-plans diffèrent légèrement. Cette première série aurait été inspirée par la vitrine d'un restaurant devant lequel était passé l'artiste lors d'un séjour à Paris et qui exposait un grand tournesol. Quelque temps plus tard, il réalise une peinture mettant en scène des tournesols dans un vase. Il souhaite décorer son atelier et crée donc plusieurs variantes de sa toile, souhaitant au départ en faire une douzaine. Il n'aura eu le temps d'en réaliser que 4 avant que les fleurs lui servant de modèle ne fanent. Paul Gauguin, qui viendra partager l'atelier avec Van Gogh, sera admiratif des tournesols, en particulier des 2 derniers, si bien qu'il demandera au peintre s'il pouvait obtenir la toile à fond jaune. Van Gogh refusera, mais souhaitant faire plaisir à son ami, il peindra des copies de ses originaux. Bien sûr, la composition de ces tableaux est très simple. Les fleurs en sont évidemment le point central. Elles se trouvent dans un vase, lui-même posé sur un plan d'appui, une table peut-être. L'arrière-plan est relativement neutre, uni. Il s'agit probablement d'un mur. Là encore, le contraste entre cette simplicité et les détails dont bénéficient les tournesols rappelle le style des estampes japonaises. Les tournesols ont connu une postérité, disons, mouvementée. L'une des versions, qui avait été achetée par un japonais en 1921, a été détruite en 1945 dans un incendie provoqué par les bombardements américains. En 1987, c'est encore un japonais qui acquiert des tournesols pour la modique somme de 40,8 millions d'euros. Un prix qui constituait à l'époque un record pour une œuvre de Van Gogh. Enfin, en 2022, le tableau exposé à la National Gallery de Londres a été victime d'un acte de vandalisme, causé par 2 militantes écologistes. D'après les conservateurs du musée, seul le cadre aurait subi des dégâts mineurs, la toile restant intacte. Savez-vous ce qu'est un café de nuit ? Il s'agit d'un établissement ouvert toute la nuit dans lequel peuvent venir se reposer les voyageurs lorsqu'ils n'ont pas de quoi se rendre à l'hôtel ou qu'ils sont trop ivres pour y être admis. En bon vagabond qu'il est, Van Gogh fréquente régulièrement ce type d'endroit, et il décide donc de faire une toile représentant l'intérieur d'un café de nuit. Il fera 3 nuits blanches d'affilée, ne dormant que le jour, pour finaliser son œuvre. Paul Gauguin, qui rejoint Van Gogh à Arles,
peindra également ce café en novembre 1888. D'après l'heure indiquée par l'horloge, la scène se déroulerait à minuit et quart. La pièce est éclairée par des lampes à gaz. Il s'agit d'un intérieur typique des cafés provençaux, avec son haut plafond, ses tables, ses chaises et surtout son billard. Il est la figure centrale de l'œuvre, et pour cause, elle est la seule à posséder une ombre, lourde et imposante. Malgré la chaleur qui émane des lampes et la couleur vive des murs, le café de nuit nous laisse une impression de solitude. C'est sa propre solitude que représente ici Van Gogh. Il n'a pas d'amis, et les quelques clients présents dans le café semblent dormir ou lui sont totalement indifférents. Cependant, l'artiste aime à ajouter des symboles dans ses tableaux. Un bouquet de fleurs, le fond de la salle qui s'ouvre sur une autre salle, un homme debout qui nous regarde fixement, des détails anodins mais qui sont en réalité autant de petites notes d'espoir. La Vigne rouge est une œuvre très particulière. Il s'agirait du seul tableau que Van Gogh ait réussi à vendre publiquement de son vivant. En réalité, l'artiste aurait vendu une autre toile, mais on ne sait pas de laquelle il s'agit. Le tableau illustre la récolte du raisin, autrement dit les vendanges, dans la campagne d'Arles. Il se distingue grâce à sa palette de couleurs, en mettant en avant l'opposition des couleurs complémentaires jaune et violet, préfigurant ainsi le mouvement artistique du fauvisme. Les artistes de ce courant favorisent l'emploi de la couleur et non du dessin. Ces jeux de couleurs se retrouvent dans de nombreux tableaux de Van Gogh, comme la terrasse du café le soir ou le café de nuit. Les plus connaisseurs auront remarqué la teinte rouge et jaune des feuilles, couleur inhabituelle pour la saison des vendanges. Normalement, les feuilles sont encore vertes lorsque le raisin est mûr. Van Gogh se serait-il trompé? Pas du tout. À la fin du 19e siècle, les vignes sont ravagées par des nuées de phylloxéra, des insectes parasites spécialisés dans la destruction des vignes. Les cèpes deviennent de plus en plus faibles, si bien que de 1875 à 1889, en seulement 14 ans, la production viticole française passe de 84,5 à 23,4 millions d'hectolitres. Après être passée par plusieurs mains, notamment par celle d'un collectionneur d'art russe, puis par celle de l'État bolchevique, la Vigne rouge loge désormais à Moscou, au musée des beaux-arts Pouchkine. La nuit est beaucoup plus vivante et richement colorée que le jour. Cette phrase de Van Gogh prend tout son sens avec l'une de ses œuvres les plus connues, La nuit étoilée. Le tableau illustre ce que Van Gogh pouvait voir depuis la chambre qu'il occupait au monastère Saint-Paul de Mosole à Saint-Rémy de Provence, établissement dans lequel il avait été admis à la suite d'une violente crise de nerfs. Il s'agit d'un mélange d'observation et d'invention. La voûte céleste occupe la majorité de la toile, elle domine l'œuvre en y étendant ses volutes et ses tourbillons, qui ne sont pas sans rappeler les grandes nébuleuses, facilement observables au télescope. La Lune, située en haut à droite, et les étoiles sont entourées d'un halo, en particulier Vénus, la plus brillante. Ce firmament majestueux semble éclairer le village de Saint-Rémy de Provence, duquel dépasse le clocher de son église. À l'horizon, on aperçoit le massif des Alpilles. Le cyprès, figure très importante du tableau, a été inventé et ajouté par l'artiste. Le mouvement du vent est représenté par les nuages qui suivent la trajectoire des étoiles. Tous ces éléments renforcent la poésie du tableau et le dynamisme de la composition. On en revient à notre citation du début. La nuit est vivante et colorée, les éléments qui la composent s'animent et créent une impression de mouvement, d'agitation. Une théorie suppose que le cyprès, en premier plan, serait un symbole de mort, car il s'agit d'un arbre que l'on retrouve fréquemment dans les cimetières. Sa position entre ciel et terre en est peut-être la preuve. Van Gogh a peint de nombreux portraits au cours de sa carrière, mais celui-ci est probablement l'un des plus intéressants à analyser. D'ailleurs, je devrais plutôt dire ceci, car il existe deux versions du portrait du docteur Gachet. Bien que les deux tableaux soient similaires quant au sujet et aux formes, on les distingue facilement par les couleurs utilisées.
Il représente le docteur Paul Gachet, qui fut appelé auprès du peintre lors des derniers mois de sa vie. Il est ici assis à une table, la tête penchée et appuyé sur son bras droit. Devant lui, au premier plan, se trouve une digitale pourpre, à partir de laquelle est fabriquée la digitaline, utilisée pour le traitement des douleurs cardiaques. Les différences entre les deux versions sont notables. Le coup de pinceau, bien sûr, beaucoup plus visible sur la première toile, la présence de livres sur la table, ainsi que la position de la digitale. Sur la seconde version, le docteur tient la plante dans sa main, tandis que sur la première, elle est placée dans un verre. Là aussi, les deux tableaux ont eu des parcours pour le moins mouvementés. Le premier enchaînera les propriétaires au début du XXe siècle, jusqu'à atterrir à Francfort, en Allemagne. Il y sera décroché en 1933 et confisqué en 1937 par le ministère de la Propagande du Reich, qui considère que cette œuvre appartient à une forme d'art dégénérée. La toile entre alors en possession du tristement célèbre Hermann Göring, qui se dépêche de la vendre. Les propriétaires se succèdent et l'œuvre parvient à New York, où elle sera rachetée par un homme d'affaires japonais. La deuxième version avait été offerte au docteur lui-même. Après être restée près de 40 ans au sein de la famille, elle fait l'objet d'un don à l'État français et se trouve aujourd'hui exposée au musée d'Orsay. On croit généralement que le Champ de blé au corbeau est le dernier tableau de Van Gogh avant sa mort, certains ayant même soutenu qu'il s'est suicidé d'une balle dans la tête alors qu'il le peignait. En réalité, on sait aujourd'hui que cet honneur revient aux Racines d'arbre, une œuvre réalisée le jour même de sa tentative de suicide. Cette toile représenterait des racines d'arbres, mais vous avouerez qu'il est assez difficile d'identifier précisément où sont les racines et où sont les arbres. On peut d'ailleurs se demander si le tableau est entièrement achevé ou si le peintre souhaitait revenir dessus. Beaucoup d'études ont été faites pour connaître les circonstances exactes de la mort de Van Gogh. Il a fallu pour cela essayer de retracer les événements qui ont rythmé sa dernière journée. Le chercheur Wouter van der Veen a réussi à déduire, d'après une vieille carte postale, l'emplacement de Van Gogh lorsqu'il a peint Racines d'arbre. Une autre photo d'époque semble confirmer cette découverte. Toujours selon Wouter van der Veen, la complexité de ce tableau prouve que le suicide de l'artiste ne fait pas suite à une crise de démence. Il déclare « Vincent van Gogh réfléchissait longtemps à ses toiles. Pour faire un tableau avec une composition si complexe, il faut avoir toute sa tête. Son geste ultime a été commis de manière consciente et lucide. » J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-nous un petit coup de pinceau, un pouce bleu, et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bien sûr, j'aurais pu vous parler de plein d'autres tableaux de Van Gogh, mais il fallait faire un choix. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quelles sont vos œuvres préférées du peintre néerlandais. Et au passage, faites-moi part de vos envies pour d'autres épisodes de cette série, 10 œuvres de. On a d'ailleurs créé une playlist où vous pourrez retrouver les 4 premiers épisodes. Sur ce, je vous dis à bientôt, et portez-vous bien.